Merci Mireille pour ton témoignage. C'était super. Alors, je vous présente notre premier conférencier, Dr. Simon Tanguay. Dr. Tanguay a complété sa résidence en urologie à l'Université McGill en 1992 et un fellowship en urologie oncologique au MD Anderson Cancer Center en 1995. Dr. Tanguay est professeur et directeur du département d'urologie du Centre universitaire de santé McGill. Il a servi comme président du comité d'éducation médicale continue de l'Association des urologues du Québec de 2001 à 2004. Dr. Tanguay est présentement le secrétaire général de la Société internationale d'urologie. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça, c'est moi. Je sais pas si vous avez mes diapositives. Oui. On m'a demandé de couvrir, est-ce qu'on peut? Parfait. Deux sujets, dans le fond, les options chirurgicales et le rôle de la biopsie. Donc, ce que je vais parler ce soir, c'est tout le côté plus localisé du cancer du rein, donc au niveau du diagnostic initial. Dr. Karakovic, ensuite, va parler plus des traitements systémiques une fois que la maladie s'est sortie à l'extérieur du rein. Donc, je vais essayer de couvrir un peu, juste pour donner un survol de c'est quoi nos options, c'est quoi la pensée de notre côté quand on voit quelqu'un qui se présente avec une masse dans son rein, c'est quoi les options qu'on pense, puis un peu comment on choisit une option versus une autre. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter tout le temps, et puis si vous voulez qu'on aille plus dans un sujet que dans un autre, ça me fait plaisir de le faire aussi. C'est beau de voir l'association de l'évolution. Moi, je me rappelle quand ça a été créé au départ, et puis ça fait déjà quelques années, mais on voit que c'est un groupe qui est très dynamique, qui a grossi, puis je pense qu'il aide beaucoup les patients, tant au niveau de l'éducation qu'aussi de servir de voie pour le remboursement des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché, qui ne sont pas toujours couvertes malheureusement rapidement, et puis c'est vraiment un bel organisme. Le cancer du rein, ça représente quoi? Ça représente à peu près 3% de l'ensemble des cancers qu'on voit. C'est un peu plus fréquent chez l'homme. Donc, vous voyez, c'est les statistiques de 2015. De toute évidence, chez l'homme, le plus fréquent reste le cancer de la prostate dans les nouveaux diagnostics. Et puis chez la femme, le cancer du sein. Ça représente grosso modo une personne sur 4, soit chez les hommes, chez les femmes, avec les cancers qu'on va diagnostiquer. C'est le 6e cancer chez l'homme, puis c'est le 9e chez la femme. Donc, un peu moins fréquent chez la femme. Au Canada, ça représente en 2015 à peu près un peu plus que 6 000 cas de cancer du rein, donc 3 900 chez les hommes, 2 300 chez les femmes. Ce qu'on voit en préparant cette présentation-là, je regardais une présentation que j'ai faite pour le même groupe il y a peut-être 4 ans, puis à ce moment-là, c'est autour de 5 000 patients avec le cancer du rein par année. Donc, ce qu'on se rend compte pour le cancer du rein, c'est que c'est un cancer qui est en augmentation depuis environ 20 ans. On ne connaît pas vraiment la cause de ça, mais on se rend compte qu'à chaque année, il y a plus de cancers du rein. Donc, si on reprend les statistiques qui sont mises de l'avant par le groupe de statistiques du Canada sur les différents cancers, on se rend compte qu'il y a une augmentation constante. Ce n'est pas seulement au Canada, c'est vrai à peu près partout sur la planète. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est à peu près 3% de tous les cancers, plus fréquents dans la 6e, 7e décade. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on en voit dans tous les groupes d'âge. On voit des gens qui ont ça dans le début de la vingtaine. On en voit qu'on trouve ça beaucoup plus tard dans la vie. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même un changement où, même si un cancer qui historiquement arrivait toujours dans le même groupe d'âge, aujourd'hui, on le voit un peu chez tous les groupes d'âge. On ne se surprend plus de voir quelqu'un à 40 ans avec un cancer du rein aujourd'hui. C'est des choses qu'on voit régulièrement. Au diagnostic, c'est une maladie qui est localisée dans le rein, maintenant dans presque les 2 tiers des patients. Ça, c'est un changement qu'on a vu aussi. Même si le cancer est plus fréquent, on voit moins de patients se présenter avec des masses qui sont très avancées localement ou qui sont répandues à l'extérieur du rein. On en voit encore, malheureusement, mais reste que le fait que les tests d'imagerie sont disponibles un peu partout. On a mal à la tête, on se fait faire une échographie.
on trouve les cancers du rein de façon beaucoup plus fortuite. Un peu comme vous nous avez dit, vous pensiez qu'on trouverait des pierres dans votre vésicule biliaire ou d'autres choses. C'est souvent la façon qu'on trouve le cancer du rein de façon fortuite. Donc, ça, c'est le bon côté de l'affaire, c'est-à-dire que souvent, on va le trouver chez beaucoup de patients beaucoup plus tôt que tard, qui est de toute évidence une bonne chose. Ça se présente comment? Je pense que tout le monde ici, soit vous ou un membre de votre famille, a été fait face à ça, donc vous êtes au courant, mais dans le fond, le symptôme, la façon la plus fréquente qu'on voit, c'est du sang dans l'urine. Un patient sur deux, ça va être la façon qui se présente avec du sang dans l'urine. Malheureusement, on voit encore beaucoup de gens qui ont du sang dans l'urine. Une fois, ça l'arrête, puis ils ne viennent pas nous voir. Ils disent: ah, j'ai forcé, j'ai mangé telle affaire. Et puis, on attend la prochaine fois, puis la prochaine fois, là, on consulte. On le voit par le groupe de patients pour le cancer de la vessie. Vous voyez les annonces sur l'autoroute là, avec les citrons, avec un citron rouge. Dans le fond, ça sert aussi aux patients avec le cancer du rein d'alarmer les gens, que même si on saigne juste une fois, c'est une fois de trop. Il faut se faire investiguer. On a des signes indirects qu'on peut voir aussi, la faiblesse, perte de poids, l'anémie, de la fièvre non expliquée, qui vont être des façons qu'on va trouver le cancer. Souvent, à ce moment-là, ça va être des cancers qui sont un petit peu plus avancés que lors de la présentation initiale. Et puis, on voit de façon occasionnelle des cancers qui sont trouvés par ce qu'on appelle des syndromes paranéoplasiques. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le cancer du rein, dans le temps, on appelait ça le cancer de l'interniste. L'interniste, dans le fond, c'est parce que ces cancers-là peuvent sécréter toutes sortes de substances qui vont faire des changements, qui vont faire monter notre calcium, qui vont faire monter notre nombre de globules rouges. Donc, il y a toutes sortes de choses indirectes que parfois on peut identifier dans nos prises de sang de routine, quand on dit: oups, ça c'est drôle, pourquoi c'est comme ça cette année, c'était pas comme ça l'année passée. Puis ça peut être une façon de trouver le cancer du rein. Par contre, comme vous voyez en bas, la moitié des gens n'ont pas de symptômes. Donc, c'est des gens qu'on trouve le plus souvent de façon fortuite quand on fait une échographie ou un CT scan pour d'autres choses. Classiquement, c'est les gens qui se présentent et on pense qu'ils ont des pierres dans la vésicule biliaire, ils ont des symptômes digestifs, on ne sait pas trop. Puis leur médecin de famille dit: on va faire une échographie pour s'assurer qu'il n'y a rien. Puis c'est comme ça qu'on le trouve. Donc, le diagnostic, le plus souvent, l'échographie, c'est la première façon qu'on le découvre. Une fois qu'on a une échographie, ce n'est pas un test qui est assez précis pour nous, pour prendre la décision de ce qu'on devrait faire. On devrait toujours faire soit un CT scan ou une résonance magnétique. Donc, c'est un examen radiologique plus poussé qui va nous donner plus de détails de l'anatomie. C'est quoi l'étendue de cette tumeur-là? Est-ce qu'elle est juste confinée dans le rein? Est-ce que les ganglions pourtour sont touchés? Est-ce que les autres organes pourtour sont touchés? Si c'est juste localisé dans le rein, c'est où dans le rein? C'est quoi la grosseur? Puis on va parler tout à l'heure des options du traitement à l'intérieur du rein. Donc, ce test d'imagerie-là va être celui qui va nous guider, nous, à décider un traitement versus un autre. Et puis finalement, à chaque fois qu'on trouve un cancer, que ce soit du rein, du sein, de la prostate, on fait toujours ce qu'on appelle un bilan métastatique. C'est-à-dire qu'on fait une série de tests pour s'assurer: est-ce que ce cancer-là est localisé à l'intérieur du rein ou est-ce qu'il est répandu ailleurs? Ça, c'est notre bilan qu'on va faire. Donc, on peut voir ici, si vous voyez à votre gauche, on voit en bas les deux reins qui sont un petit peu plus blancs, et puis on voit qu'il y a une masse. Donc, il va y avoir différentes présentations de ces cancers-là. On va avoir des masses qui sont tout petites, on peut l'avoir ici, juste comme ça ici. Et puis, on peut avoir des gens qui vont se présenter avec des challenges plus grands. Par exemple, si vous regardez ici, à gauche de l'écran, ce qui est le rein droit, on peut voir qu'il y a comme une grosse masse à l'intérieur du rein. L'importance chez cette patiente-là, c'était la masse dans son rein, mais c'était surtout qu'il n'y avait pas de rein de l'autre côté. C'est une patiente qui était née juste avec un rein. Donc, chaque fois qu'on fait ces imageries-là, ça nous aide à déterminer l'étendue du problème. Et puis ensuite de ça, nous, on doit décider comment on va gérer ça. Il y a des gens qui vont se présenter, comme ce patient-là, avec des tumeurs des deux côtés, des tumeurs multiples. Donc, la plupart du temps, c'est juste dans un rein, puis c'est juste une tumeur, mais parfois, on va avoir des gens, soit de façon spontanée, ou soit parce qu'ils ont des maladies génétiques qui donnent des tumeurs multiples et puis des deux côtés, qui, encore une fois qu'ils sont identifiés, vont, pour nous, on va devoir décider comment adresser ce genre de problème-là. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait cette évaluation-là, ça nous donne le stade de la maladie. Le stade, c'est l'étendue. C'est comment gros à l'intérieur du rein. Est-ce que ça déborde du rein? Classiquement, on entend toujours parler du stade 1, 2, 3, 4. Vous avez parlé du stade 4 tout à l'heure.
Ensuite de ça, nous, on va souvent utiliser une autre façon de stadifier qui est ce qu'on appelle le stade TNM. T pour tumeur, c'est l'étendue de la tumeur dans le rein. N, c'est pour nodes en anglais, les ganglions, savoir si les ganglions sont atteints. Puis M, c'est pour dire si c'est des métastases ou pas. Et puis, basé sur ça, on va déterminer l'étendue de la maladie. C'est une façon pour nous de parler le même langage quand on parle d'un problème versus un autre, de deux patients différents. Ça nous permet de comprendre ce qu'on va faire puis les résultats qu'on va avoir. Maintenant, une fois qu'on a trouvé la masse, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un cancer ou c'est pas un cancer? On sait que si on a une masse dans notre rein, 4 fois sur 5, c'est une masse qui va être cancéreuse. Une fois sur 5, ça va être une masse qui est bénigne, qui n'est pas cancéreuse. Donc, parfois, on va l'adresser tout le monde comme étant des tumeurs cancéreuses, mais parfois, on veut savoir c'est quel type de cancer. C'est à ce moment-là qu'on utilise la biopsie. Parfois, on va utiliser la biopsie pour des tumeurs qui sont répandues dans d'autres organes, pour essayer de voir est-ce que ça vient vraiment du rein, ce qu'on trouve ailleurs. On va faire la biopsie. Donc, ici, la question, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice à ça? Dans le fond, la biopsie peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Elle peut nous aider à confirmer le diagnostic. Et puis ensuite de ça, souvent, ça va nous éclairer sur l'approche qu'on veut prendre. La biopsie, c'est comment on fait ça. C'est fait par le radiologiste la plupart du temps. Ça peut être fait dans le CT scan ou ça peut être fait sous échographie. Ce qu'ils font, c'est qu'on n'a pas besoin d'anesthésie générale pour ça. Ils font juste vous geler, puis avancent une aiguille directement à l'intérieur de la masse et puis ils prennent un échantillon. Cet échantillon-là est donné au pathologiste qui le regarde au microscope et puis qui va nous donner un diagnostic par la suite. Ça nous dit quoi la biopsie? Ça nous dit que les cancers du rein ne sont pas tous pareils. Okay? Puis on va voir dans les options de traitement tout à l'heure, c'est une information qui peut être utile. Il y a des variantes du cancer du rein qui sont plus fréquentes, d'autres qui sont moins fréquentes. Donc, en plus de nous dire si c'est une tumeur qui est cancéreuse versus non cancéreuse, ça peut nous dire de quelle variante on parle, et puis ça peut nous donner le grade, le niveau d'agressivité de la maladie. Et puis ça, nous, on va l'utiliser de façon à planifier la forme de traitement qu'on veut vous offrir. Donc, on voit ici le cancer à cellules claires, ce qui est le plus fréquent, okay, où ça représente environ 75% de tous les cancers qu'on voit du rein. Ensuite de ça, on a les types papillaires, chromophobes, et puis des types beaucoup plus rares. Donc, c'est une autre information que la biopsie va nous donner, qui parfois va être utile dans le choix de ce qu'on veut vous offrir comme patient. Maintenant, si on fait une biopsie, la prochaine question, c'est-tu fiable? Est-ce qu'on peut se fier à ça? Et puis, est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est capable de me donner un diagnostic? Ce qu'on sait de l'expérience qu'on a acquis dans différents centres, incluant dans un registre qu'on a créé au Canada pour nos patients avec le cancer du rein, on se rend compte que sur le premier échantillon qu'on fait, on va avoir un diagnostic dans 90% du temps. Donc, 9 fois sur 10, la biopsie va être capable de nous donner le diagnostic. Il y a une personne sur 10 qu'on va être obligé de la répéter pour avoir notre diagnostic. Donc, c'est assez précis. Est-ce que c'est fiable? On sait de l'expérience des gens qui ont eu une biopsie puis ensuite de ça ont eu une chirurgie. Si on avait dit sur la biopsie que c'était un cancer, c'est un cancer dans 100% du temps. Donc, ça serait excessivement rare de dire c'est un cancer, puis sur la pathologie finale après votre chirurgie, on dit ah, le pathologiste n'avait pas raison, c'était une tumeur qui était non cancéreuse. Ça n'existe presque pas. Dans notre série à nous, ça n'existait pas. On n'a jamais vu ça. Donc, c'est très précis. Ensuite de ça, c'est précis d'environ 85% de nous donner quel type de cancer c'était. Quand je vous montrais la liste des différents cancers, donc dans 85% du temps, on a cette information-là. Donc, c'est un outil qui est fiable, puis qui est précis, puis qu'on peut servir quand on juge que ça va nous être utile dans notre plan de traitement. Si on pense que la biopsie ne va rien changer à notre traitement, il n'y a pas de raison de le faire. Si on l'a fait, c'est parce qu'on pense qu'on va utiliser cette information-là pour décider entre le choix A ou le choix B. C'est bien important. Est-ce que ça peut influencer nos recommandations? Tantôt, on va voir les options de traitement. Un des endroits où moi je l'utilise, c'est chez les patients on va suggérer de ne pas traiter. Okay? Donc, il y a des gens, dans des circonstances particulières, qu'on va dire que peut-être chez vous, à ce moment-ci, on n'est pas obligé de traiter ce cancer-là, on peut juste le suivre.
Ça peut paraître drôle pour les gens qui ont un cancer plus avancé aujourd'hui de dire tu fou, lui, il veut juste suivre ça. Mais il y a des gens chez qui on va recommander ça. La biopsie va être très utile parce qu'elle va nous permettre de s'assurer qu'on a un cancer qui n'est pas une variante agressive. Donc, une variante qui a peu de risques de se propager puis de changer rapidement. Donc, c'est un outil qui peut être très important dans notre recommandation. Encore une fois, pas pour tout le monde, mais pour certains patients. Maintenant, est-ce que ça peut avoir des complications? Il n'y a rien qu'on fait qui n'a pas de risque et de complications. C'est facile, hein? Il y a toujours un risque. Je vous dirais, sur la biopsie, le risque qu'on craint le plus, c'est le saignement. Le rein, c'est un organe qui a beaucoup de sang qui voyage dedans. Même chose à l'intérieur des tumeurs. Quand on met une aiguille dedans, on va avoir des patients de façon occasionnelle qui vont avoir un saignement suite à cette biopsie-là. La plupart du temps, c'est un segment qui est temporaire et qui n'a pas besoin d'intervention, juste de surveiller les gens, de s'assurer que ça s'arrête. De façon occasionnelle, on va être obligé d'intervenir pour bloquer le saignement. La plupart du temps, c'est le radiologiste qui nous donne un coup de main pour aller mettre comme un bouchon dans le vaisseau qui saigne. C'est plutôt rare, OK? Mais ça reste une complication, je vous dirais, celle qu'on craint le plus avec la biopsie. C'est pas très fréquent, mais ça l'arrive. C'est arrivé dans le passé, puis ça va arriver dans le futur. Ça fait partie de ça. Mais au total, c'est vraiment une procédure qui est bien tolérée et qui peut nous donner une information importante. Maintenant, c'est quoi nos options? Une fois qu'on a pris pour acquis qu'on fait face à un cancer du rein, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on peut observer. Qui on va observer? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens chez qui on trouve la tumeur de façon très petite. Maintenant, avec la capacité des échographies et des scans, il y a des gens qui nous sont référés avec des tumeurs de 1 cm. C'est sûr que la tumeur de 1 cm est moins dangereuse que celle de 15 cm. Hein? C'est facile à comprendre. Donc, il y a des gens, quand la tumeur est très petite, on va dire, ben, peut-être que c'est une tumeur qui n'a pas un gros risque de se développer rapidement, et puis peut-être qu'on peut se permettre de suivre et puis d'intervenir juste si ça change. On va prendre la plupart du temps cette décision-là chez des gens qui sont plus âgés, okay, pour lesquels on est peut-être moins inquiet, parce que, ou chez des gens qui ont des problèmes de santé importants pour lesquels le risque de l'opération pourrait être plus grand que le risque du petit cancer qu'on a dans le rein. Ce qu'on se rend compte, c'est que les tumeurs qui sont tout petites vont grandir en moyenne de 1 à 2 mm par année. Que les chances que ça fasse des métastases sur une période de 5 ans, c'est moins que 5 %. Donc, quand on identifie de façon précise les gens qui ont des petites tumeurs qui ne sont pas agressives sur la biopsie, c'est des gens pour lesquels parfois on va recommander d'observer. C'est peut-être pas la recommandation qu'on va faire à 30 ans, mais c'est peut-être la recommandation qu'on va faire plus tard dans la vie quand on se rend compte que le risque-bénéfice est peut-être plus en faveur qu'il y a un risque important de la chirurgie versus le bénéfice de l'opération. Si on veut la traiter, je vous dirais, il y a 3 façons qu'on peut la traiter. On peut enlever la tumeur en enlevant le rein au complet. On peut enlever seulement la tumeur, ou parfois on peut essayer de détruire la tumeur en utilisant soit la chaleur ou le froid. On va regarder les différentes options. Puis pour chacune de ces approches-là, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire par une chirurgie conventionnelle où on fait une coupure. On peut le faire par laparoscopie où on va avec une caméra à l'intérieur. Ou on peut le faire par chirurgie robotique qui est une variante de la laparoscopie. De notre côté, les chirurgiens, c'est toutes des options qu'on a dans notre choix. Et puis, ce qui va guider une versus l'autre, souvent, ça va être où la tumeur est située, la grosseur, si le patient a eu d'autres chirurgies dans le passé, et puis ensuite de ça, notre expertise personnelle. Si on n'a jamais fait de chirurgie laparoscopique, peut-être qu'on ne se lancera pas dans ça, puis qu'on est mieux de faire une chirurgie ouverte que de se lancer dans quelque chose qu'on n'est pas confortable. Donc, chaque chirurgien va avoir son niveau de confort sur une approche versus l'autre. C'est comme ça qu'on choisit ce qu'on devrait faire. Parfois, on va se rendre compte que notre confrère a une expertise plus grande dans une technique qu'on juge qui est la meilleure pour vous. C'est là qu'on va vous envoyer voir un de nos confrères si on pense que c'est dans votre intérêt. La néphrectomie, ou d'enlever le rein au complet, ce qu'on se trouve à faire de façon simpliste, c'est d'attacher les vaisseaux qui nourrissent votre rein, attacher l'urtère et puis enlever le rein au complet. Okay, donc, on enlève complètement le rein avec la tumeur à ce moment-là. Le rein est dans une enveloppe de graisse, puis on enlève tout ça d'un morceau, on donne ça au pathologiste, puis lui va évaluer ça pour voir quel type de tumeur c'était quoi l'étendue exactement.
Puis basé sur ça, c'est là qu'on va faire les recommandations par la suite. Aujourd'hui, en 2016, d'enlever le rein au complet, on va le faire principalement pour les tumeurs qui sont assez grosses, pas pour les tout petites tumeurs, à moins que la petite tumeur soit vraiment mal localisée à l'intérieur de votre rein puis que c'est difficile d'aller enlever juste la tumeur. Sans ça, pour les plus petites tumeurs, la tendance est de faire ce qu'on appelle une néphrectomie partielle, c'est d'enlever seulement une partie du rein. La néphrectomie peut se faire de façon conventionnelle avec une coupure, peut se faire par laparoscopie. La laparoscopie, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit des instruments par ce qu'on appelle des trocars, ce que vous voyez en blanc. C'est des points d'accès à l'intérieur du ventre. Puis on a une caméra qui nous permet de faire la même opération, except au lieu de toucher avec nos doigts, on a des instruments qu'on travaille à une distance, puis on regarde un écran avec l'image qu'on a de notre caméra. Ce qui va guider, enlever le rein au complet par laparoscopie versus par chirurgie ouverte, souvent ça va être l'étendue de la tumeur. Les plus grosses tumeurs, les tumeurs localisées dans des endroits plus difficiles, les gens qui ont eu des chirurgies dans le passé pour lesquelles il y a des adhérences, ça peut tout être des facteurs qui vont nous aider à choisir une approche versus l'autre. Parfois, quand la tumeur est plus étendue, là on sait que le cancer du rein peut développer ce qu'on appelle des thrombus ou des caillots de tumeur qui vont sortir du rein puis entrer dans les veines principales. Okay, dans ce qu'on appelle la veine cave, qui est la veine qui amène le sang de nos pieds jusqu'à notre cœur. Quand on a des étendues plus grandes, c'est là qu'on va utiliser de façon routinière la chirurgie ouverte ou conventionnelle, puis moins les chirurgies laparoscopiques. Donc, il y a des indications pour un ou l'autre. Encore une fois, ça dépend de chacun d'entre nous. On a notre degré de confort avec une approche versus une autre. C'est comme ça qu'on va choisir ce qu'on pense qui est le mieux pour vous dans nos mains à nous. La néphrectomie partielle, c'est d'enlever juste une partie de votre rein. Le but, c'est de préserver la fonction du rein le plus possible. Il y a certaines études qui suggèrent que de préserver la fonction rénale, c'est mieux à long terme. Puis il y a d'autres études qui suggèrent que ça ne fait pas de différence. Au total, ça plaît toujours à l'esprit de préserver la fonction de notre rein parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec l'autre. On ne sait pas si on va avoir d'autres problèmes de santé, du diabète, de la haute pression qui peut affecter notre fonction rénale. Et puis aujourd'hui, on a toujours tendance, dans la mesure du possible, à essayer de préserver le rein quand on pense que c'est sécuritaire du point de vue du cancer. Ce que c'est une néphrectomie partielle, et si on le voit par chirurgie ouverte, donc le rein, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui filtre notre sang. Donc, il y a beaucoup de sang qui voyage dans le rein. Quand on fait une néphrectomie partielle, on va bloquer les vaisseaux du rein de façon temporaire pour arrêter le sang de circuler. Et puis, on va aller couper cette tumeur-là avec du tissu rénal normal. Donc, on essaie de se donner une marge de sécurité au pourtour. Et puis, on va attacher tous les petits vaisseaux, le système qui collecte l'urine. Et puis, ensuite de ça, on va essayer de refermer le rein ensemble. La plupart du temps, quand on fait ça, on va être capable de préserver la majeure partie de votre rein. Le but de faire ça, c'est de se dire si on perd notre autre rein, le rein qu'on a déjà opéré devrait être suffisant pour nous empêcher d'aller sur dialyse, d'avoir besoin d'un support pour éviter d'avoir la dialyse après. Cette chirurgie-là peut être faite de chirurgie conventionnelle ouverte, mais elle peut être faite aussi par laparoscopie. Okay? Ce qui va guider une approche versus une autre, ça va être souvent la localisation de la tumeur, la reconstruction qu'on doit faire à l'intérieur de votre rein, l'expertise du chirurgien qui rentre en ligne de compte. C'est comme ça qu'on va choisir une approche versus une autre. On peut aussi faire, autre que la laparoscopie, on peut faire maintenant de la chirurgie robotique. La plupart des centres universitaires au Québec ont ce genre d'appareil-là. C'est qu'au lieu que ce soit nous qui tenons les instruments sont accrochés sur ce robot-là. Et puis le chirurgien, au lieu d'être à côté de vous, il est assis dans le coin dans une machine comme ça, puis on regarde dans cet appareil-là, ça nous donne une vision en 3 dimensions. L'avantage de la chirurgie robotique, c'est une chirurgie qui nous donne plus de mouvement, plus de dextérité si on veut, parce que nos instruments sont plus mobiles à l'intérieur. Ça permet parfois de faire des reconstructions plus complexes que par laparoscopie, on aurait plus de difficultés. L'apprentissage, notre courbe d'apprentissage comme chirurgien est améliorée avec la chirurgie robotique. Ce n'est pas parce qu'on a un robot qu'on a un meilleur chirurgien pour autant. C'est un outil qui peut nous aider parfois. Encore une fois, pour ceux qui ont cet appareil-là, la plupart vont s'en servir pour faire les néphrectomies partielles parce que ça nous aide à faire des chirurgies qu'on pourrait faire un petit peu moins facilement avec la laparoscopie. Le gros désavantage de cet appareil-là, c'est le coût. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas présent dans tous les hôpitaux. C'est un coût d'acquisition qui est très important.
pour lequel notre système de santé ne le permet pas. Donc, tous les robots qui existent au Québec, c'est tous des robots qui ont été achetés grâce à la philanthropie de patients qui ont aidé à acheter ces robots-là. La dernière option, c'est l'option d'ablation thermale. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller enlever la tumeur, on peut soit la détruire par le chaud ou le froid. Okay? Ce qu'on se trouve à faire, c'est ce qu'on appelle soit une ablation par radiofréquence. À ce moment-là, c'est de la chaleur. Ou la cryothérapie, c'est une ablation par le froid. C'est des approches qui sont efficaces, qui sont un peu moins efficaces dans la grande majorité des études que d'enlever la tumeur. Par contre, c'est des approches qui peuvent être efficaces dans les tout petites tumeurs. Les tumeurs de moins de 3 cm, c'est des tumeurs qui vont avoir plus de succès avec ces approches-là. Des deux approches, on tend à favoriser de plus en plus la cryothérapie parce que les résultats à long terme sont meilleurs que par l'ablation par radiofréquence. On dit meilleur, ça ne veut pas dire qu'un est 100% puis l'autre ne fonctionne pas, mais on semble avoir un degré de succès un peu plus grand avec la cryothérapie que l'ablation par radiofréquence. Ce que ça représente, ce que vous voyez à votre gauche, ce qui se déploie comme un parapluie, ça c'est l'ablation par radiofréquence. Donc ces petites antennes-là, on va les chauffer. Okay? Et puis en les chauffant, ça va augmenter la température dans la tumeur, puis ça va détruire la tumeur. Une des limitations de cette ablation-là, c'est que c'est un peu comme quand on fait du barbecue. Hein? Quand c'est brûlé, là, ça ne cuit plus en dessous là, parce que la chaleur ne passe plus. C'est la même chose avec ça. Donc, pourquoi parfois on a un petit peu moins de succès? C'est que la technique doit être parfaite de façon à ce que la température augmente de façon uniforme, puis qu'on n'ait pas cet effet de barbecue qui empêche la chaleur de se dissiper. Okay? Donc, je pense que c'est ça qui contrôle le succès de cette technique-là versus l'autre. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est la cryothérapie. Ça a l'air d'une boule de neige, là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on insère un cathéter dans la tumeur ou plusieurs cathéters dans la tumeur, et puis dans le fond, on gèle la tumeur. On va développer comme une boule de glace, puis par le froid, on va briser puis détruire la tumeur. C'est des techniques qui sont bonnes. C'est des techniques qui, comme je disais tout à l'heure, ont un taux de succès un petit peu moins bon que d'enlever chirurgicalement, mais il y a des gens chez qui c'est une indication qui est très bonne. Il y a des gens chez qui la chirurgie peut être contre-indiquée pour toutes sortes de raisons, puis que ces techniques-là peuvent être des techniques qui sont très intéressantes. Ou il y a des gens qu'on va juger pour raison X, Y, Z, qu'on est mieux servi par ça comme première approche que de faire une chirurgie. Donc, c'est deux outils que beaucoup de centres vont avoir, et puis on va choisir lequel on pense qui est le plus approprié. Ça peut se faire par chirurgie. Comme vous voyez en bas à droite, on fait une laparoscopie puis on fait la cryothérapie, mais ça se fait aussi en radiologie où le radiologiste, sous CT scan, puis vous êtes endormi, va avancer ces cathéters-là dans la tumeur pour la détruire, soit par la chaleur ou par le froid. Idéalement, comme je disais tout à l'heure, on va utiliser ça chez les plus petites tumeurs plutôt que chez les grosses tumeurs, principalement parce que notre capacité d'avoir soit la température qui baisse ou qui augmente de façon uniforme va être meilleure quand c'est petit que chez les tumeurs plus grosses. Donc, qu'est-ce qui prédit pour nous le succès de notre traitement? Ça va être le stade. Si vous vous souvenez, le stade, c'est l'étendue. Une fois qu'on a enlevé, on a fait la néphrectomie partielle ou la néphrectomie radicale, qu'on a enlevé tout le rein, le pathologiste va le regarder en détail puis va nous dire c'était quoi l'étendue exacte. Ça, c'est le stade. Ça va nous dire si c'était confiné au rein, si c'était sorti du rein. Ensuite de ça, le grade, c'est le niveau d'agressivité. Donc, c'est deux facteurs qu'on va regarder pour nous aider à prédire les risques dans le futur. On a vu les types histologiques, ça c'est les types de tumeurs. Hein, on avait vu que la cellule claire c'est le plus fréquent, donc il y a des types qui sont plus agressifs, moins agressifs. Et puis ensuite de ça, on a la taille, les symptômes, et puis si la tumeur nous affecte dans notre énergie ou pas. Donc, tous ces facteurs-là vont être des facteurs que nous, on va utiliser pour nous aider, dans le fond, à donner un peu de statistiques sur c'est quoi les chances que cette tumeur-là revienne. Les statistiques, ça vaut ce que ça vaut. Les statistiques, c'est fait pour des grands nombres de patients, mais pour chaque personne, vous êtes 100% de vos statistiques. Donc, mais pour nous, c'est un outil qui nous aide à déterminer un peu qu'est-ce qu'on va faire après. On sait que le taux, les chances que la tumeur revienne, plus la tumeur était avancée au départ, plus le risque que ça revienne, c'est grand. Puis
plus la durée entre la chirurgie puis le temps que la tumeur se représente est court. OK? Donc, les critères que je vous ai mentionnés, c'est ce qui va nous aider à prédire ce genre de choses-là. Puis, basé sur ça, on va souvent adapter le type de suivi qu'on va vous faire. Donc, il y a des gens pour qui on n'a pas besoin de faire un suivi très régulier, puis il y a d'autres gens chez qui on est plus inquiet que la tumeur revienne, qu'on va faire un suivi plus fréquent. Donc, on va faire un suivi avec des scans, des rayons X, des prises de sang, et puis ça va nous aider à un peu vous donner l'heure juste à chaque visite, à savoir où on est rendu avec la maladie. Est-ce qu'on a eu un succès avec notre traitement initial ou est-ce qu'on fait face à une récidive pour laquelle on doit passer à une autre forme de traitement? Donc, c'est basé sur ça qu'on va suivre nos patients suite à l'opération. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux stades qu'on utilise. Avant l'opération, c'est le stade qu'on dit clinique. Donc, quand on regarde les rayons X, notre évaluation, on va dire quel stade on pense que vous êtes. Mais le stade final vient du pathologiste, c'est le stade pathologique. Quand on regarde dans notre, je parlais de la classification TNM avant, quand il y a un petit C avant, ça veut dire que c'est clinique. C'est sur nos rayons X, c'est avant la chirurgie. Puis quand il y a un petit P avant, c'est pathologique, ça veut dire que la chirurgie a eu lieu, puis ça, c'est vraiment ce qui a été trouvé après. Donc, c'est deux façons différentes de le faire. C'est-à-dire que ce que le pathologiste va nous dire, il va nous dire le stade localement, dans ce qu'on lui a donné. Il ne pourra pas nous dire, il y en a-tu dans le poumon si on lui donne juste le rein, là, il ne pourra pas nous dire ça. Le côté à l'extérieur du rein va venir de tous nos rayons X. Oui, absolument. Ça fait le tour de ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voudriez ou d'autres aspects que vous voudriez que j'aille plus en détail. Ça me fait plaisir. Oui. Alors, ceux qui veulent poser des questions, il faut le faire au micro pour que le monde de la web diffusion puisse l'entendre. Et puis, ceux qui sont sur la web diffusion, vous pouvez utiliser la boîte conversation pour poser vos questions. Oui. I have a question about the biopsy. Yeah. And so like the needle goes in, but it has to be retracted. Yeah. And so like that would create a suction or like tissue not like, I don't know, infected, it touched at the beginning and then it gets pulled out. Does it work like an infection? Like, does it? So the question is, could the biopsy leave tumor cells on the way out? Yes. Is that what the question Yeah. is? So in the past, the biopsy, I'll answer in English and I'll say it in French after, okay? In the past, the biopsy had the bad press because of that potential risk. The way the biopsies are done now is we bring with the needle a little cylinder, okay, of metal, you know, that goes around the needle. That goes to the biopsy site, and then the needle goes through it and out of it. So you don't pull your needle that will touch the tissue after. Most of the time, if I look in our center, when they do the biopsy, through this cylinder that stays there, they will often inject in your kidney like an agent that will prevent bleeding. So anything that you could have sucked there would stay on the kidney, and then you retrieve that. So the likelihood to leave cancer cells in the tract coming out is nearly zero. So la question, c'est, quand on fait la biopsie, est-ce qu'on peut laisser des cellules cancéreuses en retirant l'aiguille? Ce que j'expliquais, c'est que la façon que les biopsies sont faites aujourd'hui, on a un petit cylindre de métal qu'on descend avec l'aiguille jusque sur la tumeur, et puis l'aiguille, elle voyage seulement à l'intérieur du cylindre. Donc, il n'y a pas de chance que quand notre aiguille ressort, qu'on échappe un petit morceau en sortant, puis qui pourrait, en théorie, être un site de récidive de la tumeur. S'il vous plaît, est-ce qu'une insuffisance rénale peut-elle être la cause d'un cancer prématuré ou plus tard? C'est une bonne question. On sait que les gens qui ont de l'insuffisance rénale, principalement les gens sur dialyse, sont à risque plus élevé de développer des cancers du rein. Sans dialyse, normalement, non.
Mais on sait que les gens, par exemple, qui sont sur dialyse, vont développer des kystes dans leur rein, puis certains de ces kystes-là vont développer des tumeurs à long terme. De façon classique, c'est des tumeurs qui sont d'une variante beaucoup moins agressive et dangereuse, mais oui, ces gens-là ont un risque plus élevé. Les gens qui ont une insuffisance rénale due à du diabète, à de la haute pression, quelle que soit la raison médicale, ça ne les expose pas de façon importante à un risque de cancer. Oui. On a vu que le cancer du rein, c'était associé à certains gènes. Oui. Et puis, j'ai lu là, des articles qui étaient présents ici où on parle de dépistage génétique chez Oui. un parent proche, Oui. bon, première génération. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus à ce niveau-là. Donc, on a des guides de recommandation pour le dépistage génétique. Donc, de toute évidence, si quelqu'un dans la famille est connu d'avoir une maladie génétique qui donne le cancer du rein, normalement, toute la famille va être évaluée. Pour les gens qui se présentent, qui sont le premier de la famille qui a un cancer du rein, normalement, les gens de moins de 50 ans ou moins de 55 ans, dépendant des recommandations qu'on suit, devraient être référés en génétique médicale. Les gens qui ont des tumeurs multiples ou bilatérales devraient être référés. Et puis ensuite de ça, il y a certains autres types de maladies génétiques qui vont avoir d'autres présentations, comme par exemple, il y a certaines maladies génétiques qui vont développer ce qu'on appelle des pneumothorax. On va faire de l'air autour du poumon de façon spontanée. Donc, si quelqu'un a ça dans la famille, puis vous développez un cancer du rein, normalement, quand on comprend que c'est arrivé dans la famille, ça, c'est une indication de dire on devrait vous envoyer vers la génétique médicale. Il y a certains signes cutanés, par exemple, qu'on peut rencontrer. Donc, il y a une série de critères pour lesquels on devrait référer. Tout le monde qu'on voit n'a pas besoin d'être référent en génétique médicale, mais on choisit de façon spécifique selon nos guides qui devraient être référés. Puis ensuite de ça, quand les gens voient le généticien, eux vont regarder avec vous, avec l'histoire de la famille, et puis vont voir si le risque est probant. Et puis ensuite de ça, ils vont cibler quel gène vérifier, et puis les tests vont être faits. Ouais. Est-ce que d'autres questions? C'est beau? Sinon, merci beaucoup.